Bonjour à toutes et... Vous m'entendez? Ça va? Il marche le... Ah, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux responsables du CRAS de m'avoir invité. Je crois que c'est important aujourd'hui qu'on puisse débattre. Ça devrait être une ébullition intellectuelle aujourd'hui sur le Hirak. Ce que c'est extrêmement important, c'est la société. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Et il me semble qu'il y a des choses pour le sociologue, pour l'économiste, pour le psychologue, pour l'historien, le philosophe. Il y a des choses à dire sur le mouvement social. Et c'est vrai que j'ai pris à bras le corps, c'était un rêve de sociologue, de travailler sur le... Pour moi, c'était un rêve, je l'ai pris comme un rêve de pouvoir témoigner modestement concernant le mouvement social les 6 premiers mois, en tout cas de février jusqu'à fin août. Mais on peut en parler après, les différentes temporalités, on pourrait en parler dans le débat. C'est pas grave, mais le livre, c'est 6 mois. 6 mois. Donc, je vais rapidement, au départ, rappeler l'arrière-plan du livre. Comment j'ai fabriqué le livre. C'est important de voir comment j'ai construit le livre. Donc il m'a semblé important de comprendre de l'intérieur le mouvement social. Donc j'étais dans cette dynamique intérieure, comment fonctionne le Hirak au cours des manifestations. C'est ça ma préoccupation majeure, c'était de voir le mouvement social par le bas. Par le bas, c'est ça qui m'a intéressé. Je pense que c'est important. Je n'étais pas dans le normatif, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je suis sociologue de terrain, et mon terrain de 30 ans m'a aidé à comprendre, j'ai toujours essayé de comprendre les logiques, les stratégies, les représentations, les pratiques des gens, et je continue dans la même lignée concernant le Hirak. Donc, tenter de comprendre de l'intérieur le mouvement social, qui est un véritable laboratoire ciel ouvert au cœur de l'espace public. Alors, bien sûr, il est possible, je crois que c'est intéressant, c'est qu'on peut l'aborder à partir de regards pluriels, selon la perspective qu'on souhaite privilégier. L'historien, moi je ne suis pas historien, mais l'historien a des choses à dire sur tout le travail d'articulation entre le passé, le présent, que font les manifestations. Le rappel, ce n'est pas un hasard, ils déconstruisent un peu cette histoire mythique, cette histoire officielle, présentée par le pouvoir pendant des années. Donc il y a une déconstruction de cette histoire falsifiée quelque part. Donc il y a aussi, l'historien a des choses à dire sur la réappropriation de la mémoire collective, historique et collective, durant la Révolution. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre le présent. Je suis dans le présent, j'ai toujours été dans le présent, mon boulot c'est le présent. Mais ce serait bien d'articuler avec les travaux d'historiens sur ce mouvement social. C'est un enrichissement mutuel, c'est un autre éclairage. Ce que je sais faire de mieux, c'est ça, c'est observer, interviewer les jeunes, etc. C'est pendant 30 ans, c'est ce que j'ai fait, et j'ai capitalisé mon expérience de terrain. Ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça m'a beaucoup aidé à voir les choses et à écrire rapidement aussi. C'est important d'avoir capitalisé pendant 30 ans des travaux sur la maladie, la santé. Donc j'étais intéressé aussi, quand on analyse le mouvement de l'intérieur, par les objets portés au cours de l'action collective, qui avaient pour moi un sens pertinent. Vous savez, porter une pancarte, un drapeau, c'est pas simplement des objets qu'on porte. Ça a une profondeur historique, c'est-à-dire c'est une lecture profonde, c'est des actants, ce que Bernard Latour appelle des actants. Des actants, c'est-à-dire que c'est parlant, c'est des choses qui parlent de l'histoire, qui parlent du présent, etc. Le drapeau, il ne faut pas oublier que le drapeau, c'est 3 fois dans l'histoire que le drapeau est sorti collectivement dans l'espace public. J'aime pas le mot rue, c'est pas la rue, c'est l'espace public, c'est différent. On peut en parler, c'est l'espace public, c'est l'espace public, mais l'espace politique. Donc l'espace public au sens d'Habermas. Mais le drapeau, c'était 3 fois, le 5 juillet, au mois d'octobre, le match contre l'Égypte, en 2008-2009. Et 3e fois, c'est au cours du Hirak. Donc c'est véritablement important. Le drapeau n'a pas le même sens pour le pouvoir et pour les gens. Ça n'a pas le même sens. Quand vous voyez le drapeau au niveau d'une institution, ça ne parle pas aux gens. Ça ne parle pas aux gens. C'est pas le même sens. Mais quand on prend le drapeau et on est amoureux du drapeau, qu'on le porte fièrement, ça a un autre sens. Et ça, c'est fabuleux pour un sociologue, c'est important. Donc je me suis intéressé à tous ces objets qui me semblaient importants, les pancartes ou les feuilles de papier 21-27. Les gens sur des feuilles
papier m'intéresse. Ils écrivent ce qu'ils veulent écrire, leur humiliation, leur désir, leur objet, etc. Donc ça m'a... Et bien sûr, tous les slogans qui représentent des ressources. Le slogan, c'est pas n'importe quoi. Le slogan, c'est une ressource politique. C'est une ressource politique. Il faut d'abord y penser, il faut l'écrire, il faut la mettre sur l'espace public. Il y a 3 éléments. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça représente des ressources politiques majeures permettant la mobilisation des marcheurs. Marcher avec un slogan, c'est-à-dire que j'existe, je suis là, que vous le voyez ou non. Parce qu'il y a plein de confusion et d'incompréhension. Marcher, c'est pas routinier. Quand on marche, c'est pas de la routine. Dans la marche, il y a aussi de la réflexivité, il y a aussi une discussion, il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il y a aussi des conflits au cours du mouvement. Il y a plein de conflits, on pourra en parler tout à l'heure. Les conflits qui ont été, quand nous avons une voiture qui passe, en pleine manifestation, il y a un conflit, les gens vont se... Donc la marche n'est pas routinière, c'est pas une reproduction à l'identique. Et ça me semble extrêmement important. Donc, j'ai essayé de raconter dans le détail mon cheminement sur le terrain. Là, je ne vais pas raconter dans le détail le cheminement sur le terrain, mais juste indiquer que j'étais présent durant toutes les marches, pratiquement toutes les marches, sauf 2 ou 3 marches. J'étais absent, j'étais à Paris ou à Clermont-Ferrand ou à Lyon ou à Bordeaux, voilà. J'étais pas là. Mais pratiquement toutes les marches, j'étais présent. Et ce que je faisais sur le plan méthodologique, là, c'est bien d'avoir un atelier. Ce qu'Annie m'avait proposé, un observatoire. C'est fabuleux aujourd'hui, un observatoire sur le... Moi, je suis parti prenant sur le Hérat. Ce serait fabuleux, parce que les slogans, il faut des linguistes, il faut des sociologues, pour analyser dans leurs détails, les contextualiser. Parce qu'un slogan, il y a des anciens slogans qui ont été repris. Pouvoir assassin, c'est pas nouveau, c'était du temps des événements Kabylie, 2001. Il y a des slogans nouveaux. Et les slogans à qui sont-ils adressés? On n'adresse pas les slogans à n'importe qui. À qui? Au pouvoir, au peuple, aux gens. Donc il y a des slogans qui sont destinés à des acteurs particuliers. Et c'est ça l'analyse socio-linguistique, les mots, la contextualiser, etc. Ça c'est important, ça c'est vachement important. Et aujourd'hui il y a au moins 300, moi j'ai à peu près 300 slogans. Donc il y a des slogans importants qui mériteraient. Et moi je suis incompétent en termes de linguistique, donc il faudrait des linguistes qui puissent analyser. J'ai essayé d'analyser, mais d'un point de vue littéral, j'ai essayé d'analyser le slogan, mais c'est important de travailler sur le slogan, parce que c'est, moi ce que j'ai appelé dans mon livre, c'est un véritable patrimoine politique, les slogans. Vous savez, les slogans disent beaucoup mieux ce que les experts, vous voyez à la télévision, qui parlent pendant une inflation verbale, et qui ne disent rien. Un slogan est concis, précis, et il s'adresse à un acteur donné. Donc ces slogans, c'est aussi un patrimoine politique. Alors, j'ai essayé donc d'observer, j'ai beaucoup observé, j'ai fait le travail d'ethnographe, en m'appuyant sur l'observation fine des comportements des manifestations, de ces corps en mouvement. Le corps m'a beaucoup intéressé. Comment le corps agit dans une manifestation. Le corps, on sait bien, nous on est sociologues, le corps c'est un langage. Le corps, il y a le corps social et le corps biologique. Moi ce qui m'intéresse, ce corps social, ce corps agissant, ce corps qui parle, qui dit des choses, le regard des gens, la gestualité, lever les bras. Mais ça c'est fabuleux, c'est un sens, c'est une signification. C'est ça, cette dynamique interne du mouvement social me semble extrêmement importante. Et je rentrais à la maison et j'avais mon journal d'enquête, j'étais sociologue, et je retranscrivais tout ce que j'avais observé, mémorisé. J'avais mémorisé plein de choses. Et je me rappelais, je notais. Bien sûr, il y a des choses que j'ai oubliées, je sélectionne, bien sûr. Mais j'aimais bien regarder, par exemple, je me pointe à la place Victoire et je regarde les marcheurs venir de la rue d'Arzeau. Et ça, c'est fabuleux. Vous voyez un peu l'osmose collective, il y a des choses intéressantes à voir. Les jeunes, pas jeunes, comment ils sont habillés, etc. Et ça m'a vachement intéressé. Tout ce quotidien du mouvement, à travers la vie, à travers le corps, à travers les objets, ça m'a intéressé. Alors, comment ai-je fabriqué mon livre cette cuisine, elle est la résultante d'une discipline soutenue dans l'écriture. C'était vraiment une discipline. Il fallait écrire à chaud une chronique hebdomadaire sur les événements sociopolitiques. Je me suis appuyé sur mon journal d'enquête durant les tout premiers 6 mois. Ces chroniques ont paru dans la presse ou dans les sites ou dans des articles internationaux. Je me suis aussi appuyé sur mon ouvrage antérieur qui m'a beaucoup aidé, La citoyenneté impossible, point d'interrogation. Donc déjà,
La citoyenneté, moi, moi je ne suis pas politologue. J'ai travaillé sur la notion de citoyenneté à partir d'une approche anthropologique. Je voyais les malades, qui erraient d'une structure à une autre, l'errance thérapeutique, l'errance sociale et thérapeutique. Je voyais ces malades intégrer une interaction avec les malades fragiles. Hein. Ils nous ont tués par leur silence. Donc un silence terrible. Je ne sais pas ce que j'ai, on m'a dit ça, mais un médecin m'a dit ça. Donc tous ces éléments que j'avais récupérés pendant 30 ans sur la santé m'ont aidé. Je me suis dit, il y a un problème sérieux. Il y a un problème de citoyenneté. Donc cette notion de citoyenneté, c'est mon ouvrage qui est sorti en 2018, elle est née de ma pratique d'enquête. Je crois que c'est pour ça que l'enquête est fabuleuse. Un sociologue qui ne fait pas d'enquête ne peut pas être un sociologue, c'est une partie. L'opinion, tout le monde peut avoir des opinions, tout le monde peut avoir des opinions, tout le monde peut écrire un livre, un essai, mais parler de l'autre, le sociologue parle de l'autre, pas de lui. Moi, c'est pas Mebtoul qui est intéressant. Mebtoul n'est pas intéressant. C'est les autres, ces gens de peu, ces gens qui parlent, qui pratiquent. C'est ça qui m'intéresse. C'est le regard décentré sur les gens, sur la logique des gens. Et ça, c'est Weberien, la compréhension du sens donné, attribué par les gens, à contrario de Durkheim qui traitait les faits sociaux comme des choses. Alors moi, je suis plus Weberien. Le sens attribué par les gens, c'est fabuleux. Quel sens il donne à la maladie? Quel sens il donne au mouvement? C'est ça qui m'a intéressé. Voilà. Donc mon ouvrage m'a beaucoup aidé, est important pour indiquer les légitimités des luttes présentes étant indissociables d'une quête de citoyenneté. Donc il y avait l'absence de citoyenneté pendant 57 ans. Et on voit que le mouvement, c'est une émergence timide, mais réelle, mais réelle d'une citoyenneté. La notion de citoyenneté, elle est importante. C'est la reconnaissance publique de la personne. Est-ce que je le reconnais ou non? Je ne le reconnais pas. Quand on n'est pas reconnu, c'est la seule alternative, c'est la violence. Il ne me reconnaît pas. C'est Tajbir. Il ne me regarde même pas. Il ne me regarde même pas. Vous savez ce que c'est? C'est fort. Hein. Donc tous ces éléments-là existaient avant le 22 février. Voilà. Alors, comment maintenant j'ai structuré mon ouvrage? Je l'ai structuré en trois parties. La première partie, j'ai intitulé un peu radical, mais c'est la réalité du pouvoir. Hein. J'avais écrit des analyses avant le 22 février, j'avais écrit plein de choses sur ce que j'ai appelé l'incivisme et violence politique. Il m'a semblé important, en référence à mes analyses antérieures, de tenter de rendre compte des multiples falsifications et instrumentalisations du pouvoir, histoire, le religieux, la peur. Il y avait une triple instrumentalisation. L'instrumentalisation de l'histoire, du religieux et de la peur. On a instrumentalisé, on fait peur. Rappelez-vous, attention à la Syrie, attention les jeunes qui vont pour, etc. Donc il y a plein d'éléments produits par les dirigeants du pouvoir qui faisaient peur, ou qui incarnaient le statu quo. Et cette notion de statu quo, elle me semble très, très, très profonde. Le statu quo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une stagnation, c'est revenir en arrière, restons comme on est. Le statu quo, c'est la reproduction à l'identique, c'est ce que les pouvoirs appellent la continuité. Restons tel qu'on est. Et ce statu quo est extrêmement fort, il est pesant. Et ce statu quo produit, il produit de l'indifférence, il produit de l'accommodement. Donc ça, c'est le statu quo a structuré, et la violence du politique, ces statu quo ont structuré fortement le fonctionnement de la société. Hein. Et là, je m'inspire, bien sûr, j'ai dû relire, parce que je ne suis pas politologue, j'ai dû relire certains politologues et philosophes, comme Chantal Mouffe, qui est une politologue anglo-saxonne, qui m'a marqué parce que son analyse est extrêmement brillante sur le politique. Elle montre comment le politique, c'est pas la politique. Le politique, c'est le politique. C'est une façon d'instituer une société. C'est une façon de structurer une société. Le politique. La politique, c'est les pratiques. C'est les partis politiques, c'est la concurrence politique. Mais ça, c'est la politique. Mais le politique, c'est au fondement même le politique. Et pour elle, le politique ne peut être que antagonisme, que conflit. Contrairement à d'autres philosophes, contre d'autres politologues, elle montre comment, au fond, le politique est antagonisme. Il faut reconnaître le conflit. Si vous ne reconnaissez pas le conflit, donc vous allez rester dans le statu quo, dans la remise, dans la reproduction à l'identique.
Reconnaître un conflit, c'est discuter de ce conflit pour trouver une solution. S'il n'y a pas de conflit, vous êtes dans un dialogue fictif, dans un dialogue où c'est les courtiers qui vont instaurer ce dialogue, et non pas les deux parties en concurrence. Alors, ce que j'essaie de montrer modestement dans cette première partie, je tente de montrer que le politique a fonctionné fondamentalement à la violence, à la ruse, à la prédation et à la force. Ces quatre éléments, le levier du pouvoir, ce sont ces quatre éléments qu'on va retrouver extrêmement forts. Je m'explique. La ruse, c'est ruser avec les gens. On va ruser, on va ruser constamment, ruser, en disant qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le pain, vous avez le sucre, vous avez des subventions, vous avez une dette envers nous. C'est-à-dire que vous avez une dette, on vous donne tout ça. Le yaourt de Ouéria, etc. Donc c'est une forme de ruse politique qui permet de dire vous avez une dette, c'est nous qui vous donnons. C'est le tuteur qui donne à ses enfants un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une forme de ruse qu'on retrouve dans le discours politique et dans les pratiques politiques algériennes. La force, bien sûr, c'est un système historiquement qui s'est construit par la force. Il y a toujours une fiction lective. Donc la force a joué un rôle extrêmement important. La prédation, c'est pour ça que, me semble-t-il, beaucoup d'économistes n'ont pas vu que l'économie fonctionnait comme un système de corruption. Elle ne fonctionnait pas comme une économie au sens économique du terme. C'est le système de corruption qui a fonctionné. On était dans chez toi, je te donne, tu me donnes, quelque part. Il y avait ça qui était fondamental dans cette logique de prédation qui était extrêmement forte. Donc ces quatre éléments vont profondément imprégner les institutions. Les institutions, bien sûr, le politique va instituer une forme de fonctionnement des institutions, les institutions et les pratiques quotidiennes dans la société algérienne. Donc il y a un façonnement, le politique. La société ne fonctionne pas de façon isolée, elle est façonnée par le politique, elle est façonnée, donc ça va jouer. Quand on dit que les gens sont aussi dans une petite corruption, ils vont aussi être dans des tactiques de détournement, de contournement, c'est lié fondamentalement au fonctionnement du politique, qui va façonner un certain nombre de pratiques sociales. Mais ce qui m'a semblé important, c'est que déjà l'année 2018, rappelez-vous, c'est important, l'année 2018 est importante pour comprendre le mouvement social. L'année 2018, c'est le politique, cette fois-ci, dévoile seront vers juillet-août 2018. C'est une période charnière. La lutte de clans va s'accentuer, radicaliser. On va changer les généraux, on va enlever ça, etc. Il y a vraiment, durant cette période, on sentait déjà quelque chose qui n'allait pas. Donc, il n'y avait pas d'entente qui va être président, donc il y avait un désaccord fondamental entre eux. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que le 10 février 2019, on va reproduire la candidature de Bouteflika. Donc ça c'est important, qu'ils vont se traduire parce que j'ai appelé l'incivisme des acteurs politiques. Alors pourquoi je parle d'incivisme? Je vais le décrire, parce que sinon vous allez me dire pourquoi il parle d'incivisme. L'incivisme, il se traduit par des actes concrets. Le président de l'Assemblée nationale, on va aller dans son bureau, on va enlever les serrures et on va le remplacer par d'autres serrures pour qu'il ne rentre pas dans son bureau. Rappelez-vous le cadenas, les chaînes, etc. Les députés vont essayer, parce qu'ils ont été instruits pour faire cela, donc il y a de l'incivisme. En fonction d'une porte, vous êtes dans l'incivisme. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on a toujours dit, les gens sont inciviques, les gens ne comprennent pas. En réalité, quand on analyse bien les choses, l'incivisme, il est produit par le haut. Il est aussi produit par le haut. Donc, soutenons-nous cadenassé pour interdire à l'ancien président de la BN d'entrer de son bureau. Pour aller vite durant cette période, il m'a semblé important de mettre l'accent sur l'encerclement des libertés. C'est une période où les libertés n'existaient pas. Rappelez-vous le fameux décret de Benflis, qui était Premier ministre à l'époque, et qui va interdire l'accès à l'espace public, les manifestations dans l'espace public. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y avait l'encerclement des libertés, qui était un autre élément extrêmement important. Et du fait d'une gestion autoritaire et arrogante de la société. Quelques jours avant le 22 février, la politique se confinait de façon grossière, brutale et rigide dans l'éloge idéologique. On était dans le culte de la personnalité. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'était l'éloge idéologique
de mon excellence, de l'excellence Bouteflika. Et ça, la Corée a été reproduite, qu'on veuille ou non, a été avec le cadre, etc. Mais plus profondément, pour aller plus profond dans l'affaire, le zaïnisme en Algérie, dans l'histoire culturelle et politique, a été très prégnant. Très prégnant. Le zaïm, même dans les partis politiques, c'est le zaïm. Même des gens de grandes personnalités politiques étaient dans le zaïnisme, même s'ils avaient une culture politique, comme Aït Ahmed, etc. Mais ils étaient dans le zaïnisme quelque part. Le zaïnisme a imprégné de façon très forte la société algérienne. Et c'est pour ça que le mouvement du 22, voilà, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose qui passe, il n'y a pas de représentants, de chefs, etc. Donc j'évoque au-delà du sentiment de honte collective, bien sûr, il y a le sentiment de honte collective qui représente l'élément déclencheur. Comme les médecins, il y a la maladie, il y a des éléments déclencheurs et il y a les causes profondes. Le sentiment de honte collective, c'était l'élément déclencheur, ce qui est de l'ordre du visible, de l'ordre du collectif, de l'ordre de toute la société. On avait honte de cette reproduction à l'identique du siècle mandat. Mais je reprends des anthropologues, dommage, il est mort, mais moi j'aurais souhaité l'inviter, mais je n'ai pas pu, j'étais en retraite. Mais il est mort, il y a une année et demie. C'est Georges Balandier, qui est pour moi, c'est le pionnier de l'anthropologie politique en France, qui a travaillé sur le pays d'Afrique, qui a compris que l'Afrique, c'est pas simplement la culture des arts, c'est aussi l'Afrique connaissait des turbulences politiques extrêmement importantes, et il a eu le mérite de montrer le dynamisme des sociétés africaines, contrairement à d'autres qui étaient dans l'anthropologie culturaliste, etc. Mais lui a montré il a montré une chose, c'est lui qui parle dans un de ses livres de l'inédit. Il dit au fond, toute société, quelle qu'elle soit, que ce soit la société du Nord ou du Sud, produit de l'inédit. L'inédit, c'est de l'imprévisible. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire. Même le sociologue Touraine, quand en 68, il a dit j'ai pas vu 68, je n'ai pas vu 68. Donc ça c'est important pour moi, et il me semble, moi, que le mouvement du 22 février reste de l'ordre de l'inédit, même s'il y a un passé, il y a bien sûr qu'il y a des éléments, l'historien pourra mieux parler que moi. Benjamin vient d'écrire un livre sur cette histoire du mouvement social, donc il a repris l'histoire à partir des années 50. Il reprend un peu tout ça, et moi c'est pas mon rôle, je suis dans le présent, mais l'inédit c'est difficile à prévoir, c'est l'imprévisible. Il représente ce que j'ai appelé une forme de temporalité insoupçonnée. Qui aurait soupçonné une société fatiguée, asphyxiée, interdite d'espace, etc. On était, je me souviens, je donne un témoignage, mais modeste, nous étions au café avec des amis le vendredi matin. Le vendredi matin, on était. L'annonce a été faite dans les réseaux sociaux, quelques jours avant. Mais on s'est dit, ça c'est pas possible, c'est les islamistes qui ont organisé le vendredi. Donc on était dans l'étonnement, voilà. Donc c'était quelque chose qui. On ne percevait pas. Personne ne pouvait percevoir la profondeur, la puissance du mouvement du 22 février. Il y a quelque chose moi, ce que j'ai appelé un grain de folie collective, novateur dans la société, mais attention, à l'origine, ce grain de folie collective, à l'origine d'une subjectivité bafouée, humiliée, malmenée et politiquement non reconnue des sujets non citoyens. Ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que si les gens sont partis, et là, d'autres disent, mais moi je tiens, et ça, c'est Mouffe qui le dit, d'autres politologues le disent, les affects. Et ça, l'anthropologie des émotions, pour nous, elle est fondamentale en Algérie. L'anthropologie des affects, les affects, au sens Spinoza, au sens de Spinoza, l'affect positif. Vous savez, l'affect, il dit Spinoza, c'est pas moi qui le dis, il dit c'est puissant. C'est plus que de la volonté. Le moteur du changement, c'est le désir. C'est le désir. Le désir dans l'affect positif, ce désir, et moi je l'ai perçu, ce désir dans le regard des gens, il y a un désir fort de changement. Donc, donc cette subjectivité, la subjectivité c'est politique, la subjectivité. Notre subjectivité, elle n'est pas intérieure, bien sûr elle sort de l'intérieur, elle est subjective, mais en même temps, parler de l'Algérie, je ne peux parler de l'Algérie que par rapport à une situation politique. Donc notre subjectivité est un construit politique aussi, c'est un construit politique. C'est comme la vie intime est bien
politique, contrairement à ce qu'on dit. La vie privée, c'est pas vrai. La vie intime, elle est dans le politique. Hein. Les rapports sociaux de sexe fonctionnent à l'amour, quelque part aussi. Ma chérie, apporte-moi ça, etc. Donc on voit bien que la subjectivité bafouée hein, était humiliée, malmenée, était non reconnue des sujets non citoyens. Hein. C'est ça qui. Moi, je pense que cette question d'humiliation, cette question de Hogra, elle est centrale pour comprendre aujourd'hui les sujets n'étaient pas reconnus. Cette notion de reconnaissance, je la reprends chez Ricoeur, Paul Ricoeur, un grand philosophe français, qui montre au fond que l'antithèse de la reconnaissance, ça ne peut être que la violence symbolique ou l'indifférence. Hein, être indifférent. On comprend pourquoi la société, il faut revenir avant 22 février, comment la société est dans l'indifférence. Hein, donc c'est vrai que quand je ne suis pas reconnu, je ne peux être que dans l'indifférence ou dans l'accommodement. Je m'accommode d'une situation donnée. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est le désir profond de liberté, de dignité, de citoyenneté. Donc, dans ce mouvement-là, il y a le désir de liberté. Liberté, c'est quoi? C'est pas au sens philosophique. Liberté, les gens ne le voient pas au sens voltairien. C'est liberté, c'est-à-dire, je veux exister, je veux vivre ma vie, je veux un peu dire ce que je pense. C'est ça la liberté. Liberté, c'est une forme d'existence. Hein. Je veux exister. Voilà, ça c'est pour la première partie de mon livre. La deuxième partie, c'est ce que j'ai appelé, j'articule avec ce que j'ai dit, c'est désir de citoyenneté et de liberté. Là j'aborde frontalement le mouvement social hein, pendant Hira. Avant c'était avant Hira, maintenant c'est pendant. Alors, je tente d'insister sur l'entraînement, il y a trois éléments qui me semblent extrêmement importants pour comprendre le mouvement social. Il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure les affects, les émotions, comment le politique construit des émotions collectives, des émotions collectives. Il y a aussi des exigences politiques radicales précises. Moi, je ne parle pas de revendication. Ce n'est pas une revendication, c'est une exigence politique, c'est différent. Quand vous voyez les gens, le regard des gens, quand vous voyez les pratiques des gens, le comportement des gens, les mains levées, il y a véritablement une exigence politique de dire nous voulons rompre avec le système social. Alors les gens disent oh, c'est radical, oh, c'est pas bien, moralement, politiquement, ce n'est pas bien, pourquoi ils disent ça? Mais rappelez-vous le contexte de Mahaouga. Vous savez comment ça s'est passé avec Mahaouga? C'est un jeune Algérois. Bouteflika venait de partir, venait, les gens étaient contents. Donc il y avait un cri de révolte, en disant c'est pas fini, c'est pas Bouteflika qui nous intéresse. C'est tout le système. C'est le politique qui nous intéresse. Retravailler sur le politique, tel qu'il a fonctionné pendant 6 décennies, depuis 62. Donc, exigence politique, affect, et troisième élément, c'est un ethos collectif, au sens vétérien du terme. L'ethos collectif, c'est important. L'ethos collectif centré sur le pacifisme du mouvement social, des désirs puissants de dignité et de citoyenneté. Et ça, c'est important. Alors, d'où vient ce pacifisme? Je crois qu'il faut réfléchir à cette notion. Alors, il y a des thèses. Ce serait l'Algérien, c'est un idiot culturel, il serait manipulé de l'extérieur et on lui aurait dit voilà comment tu dois faire bêtement, tu suis les règles, etc. En réalité, moi, comme je suis un petit sociologue de l'intérieur, modestement, je n'ai pas vu ça, je n'ai vu autre chose dans le pacifisme. J'ai vu deux choses. C'est des jeunes qui n'ont pas connu la guerre intérieure, au sens de l'Azali, la guerre d'héroïsme, ils n'ont pas connu ça. Mais même ceux qui ont connu, ils ne veulent plus revenir à ça. Ça, c'est un élément historique qui me semble extrêmement important. Mais le deuxième élément qui me semble très important, vous savez, quand vous étiquetez les jeunes, pendant des années, vous les étiquetez de violents, ils ne s'assument pas, ils ne foutent rien, ils sont dans leur normalité à eux, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une reconversion sémantique de ces jeunes. Il y a une reconversion. Nous sommes capables, et une capacité au sens compétence, au sens de la sociologie pragmatique, de Boltanski. Il y a une compétence forte des gens en disant nous sommes compétents et la compétence relationnelle, elle est importante. Mais ça ne veut rien dire entre la compétence scolaire, universitaire et la compétence relationnelle, ce que je peux avoir dans ma pratique. Et ça, c'est fondamental. Cette idée de pacifisme est née, nous allons vous démontrer
que nous sommes capables aussi d'être pacifiques. C'est une démonstration au pouvoir. Vous nous avez traité de... Alors rappelez-vous, moi j'étais scandalisé, ils ont organisé un grand séminaire par l'ancien Premier ministre, qu'on voulait... comment il s'appelle Bedoui. Non, c'est ça. Bedoui. Bedoui a organisé une cérémonie, un véritable... sur le haraka. Et il a dit des choses très... Il faut écouter ce qu'il a dit. Les gens cherchent le gain facile. Les gens cherchent à partir. Etc. Moi, j'avais écrit à l'époque un article en disant arrêtez de déconner, c'est pas ça les jeunes, ils cherchent à vivre. Donc ce pacifisme est une déconstruction sociale et politique des pratiques, étiquetage par le pouvoir. Nous sommes capables aussi d'être pacifiques. Et ça, c'est fondamental. Le pacifisme, c'est pas spontané, le pacifisme. C'est un construit social et politique. Nous sommes capables de... Voilà, et ça, je pense que c'est extrêmement important. La notion de désir mobilisé par le philosophe, aussi j'en ai parlé, de Spinoza m'a semblé intéressant. Pour lui, le désir dépasse la volonté. Il considère que le moteur du changement, c'est le désir. Et cette possibilité nous a semblé centrale pour comprendre l'ampleur et la puissance du mouvement social dans le chapitre. Alors, j'ai un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est ce souvenir de 8 mars 2019. Je l'écris vraiment, ce chapitre, j'avais pris beaucoup de notes. Je crois que c'est... Parce que les gens me disent, mais c'est précipité d'écrire sur le Hirak. Mais quand est-ce qu'on va écrire? On va oublier. Et moi, je ne voulais pas oublier, je voulais noter, témoigner. Mon livre, c'est un livre de témoignage. On va attendre 3 ans, 4 ans pour écrire, mais tout va être perdu. Comme la guerre intérieure. Il y a plein de choses, tout à l'heure, un livre raconté, il y a plein de choses qui vont perdre. Donc, écrire sur le 8 mars 2019, c'était pour moi quelque chose de fabuleux. Hein, ce corps, alors je raconte, là je reviens à des choses plus pratiques, je raconte par exemple l'observation, ce corps en mouvement, les yeux stridents des femmes, les drapeaux flottants entre les mains frêles des jeunes marcheurs, où recouvrent leur corps enfin libre. Hein. Le corps était libre, enfin, le corps était libre. Vous savez, quand vous laissez stipuler, c'est un corps libre. C'est fabuleux, hein. C'est fabuleux, le corps libre. C'est pas un corps crispé, stressé, un corps... Les gens ne sont pas stressés, les gens ne sont pas nerveux dans les manifestations. Non, le regard est déterminé, oui, mais ils sont pas... C'est pas vrai, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a du désir, mais il n'y a pas de l'énervement, du stress qu'on retrouve dans la société. Le mouvement n'est pas la société, c'est Vichy, attention. Le mouvement n'est pas la société, ça c'est clair. Moi je veux arrêter le mouvement. On prend parler de la société, mais le mouvement n'est pas la société. Donc le voyou strident des femmes, drapeau flottant entre les mains des peuples, marcheurs ou recouvrant leur corps en fin libre. Des hommes et des femmes, du haut de leur balcon, faisaient le signe de la victoire en direction des jeunes manifestants. Ça, on ne voit plus ça. Mais c'est vrai que pendant les premières marches, les gens étaient soutenus, il y avait de l'eau qui était distribuée du haut des balcons des gens. Mais ça, on ne le voit plus en haut, en tout cas, on ne le voit plus. Hein. Mais il y avait une solidarité de fait avec les gens qui habitaient dans la rue d'Argeux, etc. Donc, ça, on ne le voit plus. Donc, le corps qui... Alors ça, c'est une belle phrase de Aïcha Kassoul, qui est une romancière, une prof de linguistique à Alger, que j'ai beaucoup aimé sur son roman La colombe de Comte, un très beau roman, 2017. Hein, quand elle disait, au fond, elle dit le corps qui se relâche et brise la glace. Le corps qui se relâche et brise la glace. Peut-être que la peur, c'est la glace, voilà. La peur est partie quelque part. Hein. Corps collés les uns aux autres dans une proximité sociale et physique. On n'avait pas, quand on marchait le 8 mars, il n'y avait pas de place. On était obligés d'être serrés les uns contre les autres, mais dans un respect mutuel. Hein. Donc ceux qui étaient à la marche doivent se rappeler, il y a le 5 juillet, bien sûr, j'ai parlé, il y a aussi, mais le 8 mars, pour moi, ça a été une date extrêmement importante, où les femmes étaient présentes, où les femmes étaient avec corps collés les uns aux autres dans une proximité sociale qui suscitant pour moi des formes de défiance et d'évitement prégnants de la société. Il y avait tout ce que la société, c'était des logiques d'évitement, hein, des logiques de distanciation, international. Et là, on retrouvait au contraire une logique de proximité sociale et relationnelle qui n'existe pas dans la société, qu'on retrouvait forme de respect, de solidarité, etc. Hein. Chacun était proche de l'autre, la marche ne pouvait se faire qu'au ralenti face à cette impression d'un monde socio-pluriel et diversifié. Je n'ai pas observé dehors de bousculade, le respect mutuel était prégnant. Quand des dénonciations étaient doublées, la règle de politesse et de rigueur. Excusez-moi, mon frère. Hein, quand quelqu'un voulait dépasser l'autre,
C'était le mouvement réel, c'est ce que j'ai décrit, j'ai pas inventé, c'est pas Bektoul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces chants-là, qui racontaient. Alors, le regard m'a intéressé, le regard, les yeux, la manière de regarder, c'est très intéressant, très intéressant. Dans leur regard, il n'y avait ni colère ni haine, mais une forte détermination et un désir d'atteindre l'objectif, mettre fin au 5e mandat du président. Ils l'ont clairement exprimé. S'il le faut, nous marcherons tous les jours pour en finir avec ce pouvoir. Ça revient aujourd'hui encore. Quand les gens disent qu'il y a un essoufflement, c'est pas vrai, il n'y a pas d'essoufflement. C'est pas d'essoufflement. Le mouvement, c'est un processus social et culturel, culturel avec des mouvements. Le mouvement, il est mouvant. Il y a des temporalités politiques différentes. Il y a des temporalités politiques. Tel que le mouvement tente de répondre aux stratégies ou détournements du pouvoir. Il va répondre les élections, l'état civil, non militaire, etc., qui est très important. Ce slogan revient aujourd'hui très important. Très important. C'est un des slogans historiques les plus importants aujourd'hui. Bon, je ne vais pas parler sur l'indignité, je l'avais retrouvé dans la santé, cette notion d'indignité. Je le retrouve aujourd'hui comme une notion extrêmement importante. La dignité, c'est aussi, on retrouve Ricoeur, c'est la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire reconnaître, pas comme un enfant, pas comme une personne dépendante, pas comme paternaliste. La dignité, c'est pas le paternalisme. Non, la dignité, au sens sociologique du terme, c'est une forme sociale de reconnaissance, de respect à l'égard de l'autre, dans une logique symétrique. Où est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est ça la dignité. Et cette dignité, les gens, on la retrouve dans le corps en mouvement des protestants. Nous avons aussi le droit d'exister, de dire à travers notre corps social ce que nous pensons. Et ça, c'est fabuleux. Ça n'a jamais existé. Nous étions dans l'indignité la plus forte. Nous étions des sujets obéissants. Mais on n'a jamais été dans cette dignité, dans la reconnaissance de la citoyenneté quelque part. Autre élément qui me semble important, je crois que par rapport à la Tunisie, juste une parenthèse, c'est pas la même chose. Tunisie, c'est différent. Ils ont des contre-pouvoirs institués que nous n'avions pas. Ils ont l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui est très fort, très puissant, qui a joué un rôle fondamental dans le mouvement, entre guillemets, je ne sais pas notre printemps, mais disons printemps. Ils ont des ligues des droits de l'homme puissantes. Ils ont des mouvements des femmes, ils avaient un mouvement des femmes extrêmement fort. Ce que l'Algérie n'avait pas. Des associations faire valoir, des partis d'opposition plus dans l'enterrement administratif et bureaucratique, qui n'étaient pas sur le terrain, rarement. Soit peut-être le 4e mandat, il y a eu des tentatives, etc. Il y a eu des tentatives, mais c'était pas fort. Mais nous n'avions pas de contre-pouvoir fort. L'UGTA, n'en parlons pas, c'était un croupion du pouvoir. Il n'y avait pas le seul moment où le contre-pouvoir va s'organiser, c'est l'espace public. C'est la réappropriation active de l'espace public, producteur, selon Habermas, d'un agir communicationnel. C'est dans l'espace public que les Algériens, dans la majorité des Ouléas, vont s'insurger pacifiquement et démocratiquement. C'est aussi une insurrection démocratique. Donc c'est dire, nous voulons notre liberté, notre dignité. Donc l'espace public, cette notion d'espace public, la notion d'espace public, qu'est-ce que c'est? C'est une construction politique et idéologique. L'espace public n'est pas naturel. L'espace public, c'est un construit politique. C'est-à-dire que l'espace public, c'est donner la possibilité aux gens de se réapproprier, d'être un acteur important dans le processus de changement social. C'est ça l'espace public. Et pendant les 53 marches, l'espace public a représenté, les gens oublient, l'espace public a été central dans la production politique d'une autre façon de voir le politique. Je crois que c'était de exprimer toute leur... Vous voyez dans les pancartes, les gens, comment ils expriment leur humiliation, ils expriment leur expérience positive, etc. Alors, ce qu'on oublie, c'est que pour manifester dans l'espace public, c'est pas spontanément. Il n'y a rien de spontané. Il n'y a rien de spontané. Les gens disent c'est spontané. Non.
Les gens préparent le mouvement social. On oublie que les gens ne veulent pas voir ce qui se passe en amont du mouvement social. En amont du mouvement social, il se passe plein de choses. Les jeunes des quartiers populaires, mais ils ont une expérience, une énergie créatrice fabuleuse. Qui aujourd'hui, dans les quartiers, prennent en charge les mariages, les enterrements? C'est qui? Dans une virilité, pour ne pas perdre la face. Là, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes. Les supporters des stades, les jeunes supporters, qu'on a traités de violents, qu'on a traités de tous les noms, et qui ont été au départ, dans le mouvement social, ont joué un rôle important. Donc il y a toute l'expérience, au sens de Dubé, hein. Le livre de Dubé est très bien sur l'expérience sociale. Comment toute l'expérience sociale va être intégrée, hein, dans les manifestations. Hein. Et ça, c'est fabuleux. Et là, je le dis dans un autre article, ce qui a fait la force du mouvement social. Hein. Je peux arrêter. Non, je peux arrêter. 2 minutes. 10 minutes. Ce qui a fait la force du mouvement social, c'est des collectifs pluriels et diversifiés. On n'était pas dans le sectarisme politique. On n'était pas dans l'injonction. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. La force du mouvement, ce n'était pas l'injonction politique venue d'Alger ou je ne sais pas de quelle région, la Kabylie, c'est pas vrai. Ce qui fait la force, c'est qu'il y avait des collectifs pluriels, des islamistes, hein, des gens qui étaient pour l'Algérie, hein, etc. Donc il y avait, on était comment dirais-je, dans un métissage politique, culturel et social qui a fait la force et la puissance du mouvement social. Hein. Et ça, c'est une originalité extrêmement forte. Et par rapport à toutes les actions collectives depuis 1980, et si elles ont joué un rôle important en 1980, en Kabylie, 2001, avec 126 morts, etc. Et il y a eu plein de choses. Il y a eu le mouvement des médecins, j'étais très intéressé. 4 mois de grève, plus 5 mois de grève, les résidents ont fait 5 mois de grève. Mais ces formes d'action collective, hein, n'ont jamais atteint cette révolte pacifique actuelle. Donc il y a des ruptures aussi, hein, par rapport au Japon. Même s'il y a une matrice historique, c'est sans doute qu'il y a une matrice. Là, je ne suis pas compétent à parler plus complètement pour parler de ça, mais il y a sans doute une matrice collective, historique qui explique ces événements. Mais, donc, la révolution de l'espace public, ça c'est bon. Alors, liberté publique et individuelle, Algérie, on la retrouve dans les slogans Algérie libre et démontrée que nous voulons exister politiquement, vous avez l'air de l'avoir oublié. Alors il y a des slogans, mais d'une pertinence. Pour un sociologue, c'est fabuleux. Moi, il y a un slogan qui m'a toujours personnellement très intéressé. Vous croyez nous connaître, mais vous ne connaissez pas. Nous, on vous connaît. C'est un slogan qui est fabuleux. Fabuleux. Ça veut dire qu'il y avait dans la société déjà un discours très critique à l'égard du pouvoir. Hein. Donc, il y a aussi cette algérianité. Là aussi, c'est toute la diversion qui a été jouée arabe contre kabyle. Et là, on retrouve arabe ou kabyle, nous sommes frères. Hein. C'est souvent, vers les mois de mai, signifiant au pouvoir l'importance de l'unité dans la diversité culturelle. Alors, troisième partie, c'est les jeunes. Je ne pouvais pas ne pas parler des jeunes. C'était fabuleux. Il faut dire, hein, même si le mouvement est composé d'adultes, de femmes, etc., mais les jeunes ont été quand même à l'avant-garde, il faut le reconnaître. Hein, leur énergie créatrice a joué un rôle important. Donc, c'est des jeunes qui ne dépassent pas 30 ans, qui en rappelant que la majorité qui a laissé l'espace n'a pas connu la guerre intérieure. C'est des jeunes qui ont connu la période de Bouteflika. La majorité. Hein. Donc, c'est des jeunes extrêmement qui n'ont pas connu la guerre. Alors j'ai parlé de leur énergie créatrice, je ne vais pas revenir sur leur expérience sociale antérieure, les stades, les quartiers populaires, où ils mobilisent corps et âme entre eux dans une logique d'honneur et de virilité pour s'entraider, se solidariser. Hein. Alors, ce qui est important, c'est que ces jeunes ne sont pas dans un communautarisme culturel. Ils articulent à la fois le local, ils sont dans leur quartier romain, c'est vrai, mais l'universel. C'est-à-dire qu'ils mobilisent les réseaux sociaux qui ont joué un rôle extrêmement important. Hein. On peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux. C'est le capitalisme qui a produit les réseaux sociaux. Hein. C'est le capitalisme qui a... Le capitalisme a cette faculté, ça c'est Boltanski qui demande dans son livre, de se renouveler constamment. Quand il est en crise, il se renouvelle. Immédiatement, il trouve des astuces pour essayer de... Hein. Mais les réseaux sociaux ont joué un rôle mobilisateur. Sans les réseaux sociaux, l'information n'aurait pas circulé comme elle a circulé.
Donc je trouve que c'est important de dire, hein, c'est un élément important dans la mobilisation des acteurs. Et les jeunes sont dans cette universelle, dans cette mondialisation. Ils sont dedans, ils ne sont pas à côté, ils sont dans la mondialisation. Hein. Et on voit bien que toutes les formes de mobilisation initiées par le pouvoir, que ce soit les partis, les associations, et l'enquête de Rage le montre bien en termes quantitatifs, elle montre que plus de 70-80% des gens n'étaient pas dans les partis, pas dans les associations. Là, on vient de faire une enquête pour les jeunes sur les associations. Les jeunes ont une perception de l'association qui n'est pas celle que nous avons. Pour eux, c'est religieux, l'association. C'est... Ils ont leur perception de l'association est religieuse. Hein? Ils créent des associations pour aider les gens, mais pas une association au sens de réflexivité, prendre en charge un problème donné. Ils sont dans les associations caritatives. Et tout mon travail sur la santé, soit à Alger, en Kabylie, que j'avais enquêté, le vendredi je voyais que toutes les associations caritatives étaient mobilisées par les islamistes. Hein. Ça c'est extrêmement important de le dire, hein, ils sont dans le caritatif. Alors le drapeau, c'est ce que j'ai appelé un chapitre sur la réconciliation des jeunes avec leur drapeau. C'est fabuleux comment le passé ressurgit dans le présent, ça c'est fabuleux. Hein. Comment Jamila Bouhirat n'était pas connue par les jeunes avant. Il fallait que le mouvement social, elle soit dans le mouvement pour elle devenue une icône. Hein. Donc comment le passé, on déconstruit l'histoire officielle pour dire, voilà, vous avez oublié des gens, on ne peut pas parler de tout le monde, Abed Andan, l'Arabi Ben Mehdi, en particulier les deux, qui, rappelez-vous, cette primat du politique sur le militaire, hein, ils reviennent le plus souvent de façon plus récurrente. Hein. Voilà. Et la quatrième partie, je vais terminer sur les détournements du pouvoir. Je ne pouvais pas ne pas parler des répressions des forces de police aux manifestations, les arrestations arbitraires, les interdictions des déplacements des personnes, la censure des médias télévisés publics et la construction d'un dialogue fictif et le sélectionnant des courtiers au service du pouvoir. Hein. Il n'y a pas eu de dialogue, il y avait un dialogue entre eux. Voilà. Et l'imposition par la force d'une élection présidentielle qui est aujourd'hui contestée, encore aujourd'hui contestée. Et je vous remercie. Merci, j'ai mis trop de temps peut-être. Hein.